Et comme promis, Karina Chabour nous a rejoint sur ce plateau pour la chronique économique. Bonjour Karina, Bonjour rebonjour. Myriam. Alors vous allez commencer par jeter un œil sur les marchés. On va regarder l'ouverture en Europe. La tendance est positive, stable. La place de Londres gagne un petit 0,03%, Paris 0,02% et Francfort 0,04%. Hausse plus marquée en Asie, toutes en plus forte hausse, un plus 0,72% pour la clôture du nickel, le Hang Seng 0,83%, le Shanghai Composite 1,43% et le Kospi a clôturé en petite hausse de 0,22%. Alors Karina, suite au sommet européen ce vendredi, avec un mot d'ordre ce vendredi justement, la rigueur. Oui, le temps fort de cette matinée, ce sera dans quelques instants la signature de ce pacte budgétaire qui, vous le savez, impose le retour à l'équilibre sous peine de sanctions. On le voit, ces images en direct. Première étape, cette signature avant la ratification par les parlements nationaux. Alors le problème, c'est que la Grande-Bretagne et la République tchèque ont déjà annoncé qu'ils ne signeront pas ce traité. L'Irlande vient, elle, d'annoncer qu'elle le soumettra à référendum. En France, le candidat socialiste François Hollande a dit vouloir renégocier le texte s'il était élu. Or, pour pouvoir être ratifié, il faut qu'il soit adopté par au moins 12 des 27 pays. Autre obstacle à ce traité, plusieurs pays pourraient avoir du mal à tenir leur engagement. Et à commencer par la Grèce, et ce, malgré l'accord signé sur le deuxième plan d'aide à la Grèce. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que selon le Financial Times, seulement la moitié de cette aide sera débloquée tout de suite. Le reste est sous réserve et pas avant que l'échange de dettes entre les créanciers privés. Normalement, ça devrait intervenir le 9 mars. Et puis un autre pays aussi qui pourrait poser problème, puisque sa situation budgétaire se dégrade, c'est l'Espagne. Le chef de gouvernement conservateur, Mariano Rajoy, a déjà fait savoir qu'il serait compliqué, voire impossible pour le pays de tenir ses engagements cette année. Autre pays dans le même cas, le voisin portugais, mais aussi l'Italie. Alors Karina, le risque, c'est que sans traité, pas de mécanisme européen de stabilité. C'est tout à fait clair, pas d'aide aux pays en difficulté sans effort budgétaire, c'est le donnant-donnant allemand. L'Allemagne qui par ailleurs rechigne à augmenter les capacités du futur Fonds monétaire européen, et ce malgré les pressions de ses partenaires du G20. Alors Karina, autre grand thème de ce sommet européen, la croissance et la lutte contre le chômage. Alors, il faut dire que les chiffres sont mauvais, aussi bien sur le front de la croissance. L'activité en zone euro devrait reculer de 0,3% cette année. Quant au chômage, il bat tous les records, à plus de 10%. En Espagne notamment, où il a passé la barre des 4,7 millions au mois de février. Le problème, c'est que les 17 divergent sur les solutions à mettre en œuvre pour relancer la machine. Pour débuter ce sommet européen à Bruxelles, les dirigeants des pays membres ont dû faire face à une mauvaise nouvelle. L'annonce d'un taux de chômage record, 10,7% dans la zone euro en janvier 2012. Voilà 9 mois consécutifs qu'il n'est pas redescendu en dessous des 10%. Les plans d'austérité ont plombé les taux de croissance des pays membres. Et les dirigeants tentent de sortir l'Europe de la récession et du chômage. Mais ils divergent sur les solutions à apporter. À l'image de l'Italie ou de l'Espagne, de plus en plus de pays rejoignent les idées du libéral David Cameron. Parmi les mesures évoquées, le renforcement du secteur bancaire, la libéralisation du marché de l'énergie ou encore la réforme du marché du travail. Pour lutter contre le chômage, il demande plus de souplesse pour les employeurs, une mesure dangereuse pour certains économistes. Les mesures de soutien à la croissance annoncées se limitent à des mesures de réforme libérale qui n'auront pas d'effet. Face aux 12 pays signataires, l'Allemagne, pour qui la priorité reste l'assainissement des comptes publics. Pour Angela Merkel, le retour de la croissance passe par une plus grande coordination des politiques fiscales, même si Berlin penche aussi pour des plans de relance en faveur d'une croissance verte. Un domaine privilégié pour la relance, ça serait des investissements productifs pour prendre le tournant écologique, c'est-à-dire des mesures pour les innovations écologiques, les économies renouvelables. En attendant les solutions, les mauvais chiffres s'accumulent. La zone euro devrait s'enfoncer encore un peu plus dans la récession, avec un taux de croissance de moins 0,3%. Et dans ce contexte, Karina, il n'y a pas qu'en France que les fermetures d'usines font réagir les politiques. Oui, puisque le secrétaire au commerce britannique s'est rendu à New York pour rencontrer les dirigeants de General Motors et tenter de les convaincre de ne pas fermer l'usine de Vauxhall, la marque britannique d'Opel dans le sud du pays, et surtout de sauver 2800 emplois. Alors le problème, c'est que la filiale Opel est complètement déficitaire en Europe. Une autre usine en Allemagne, cette fois-ci, est menacée de fermeture. Et l'alliance entre GM et Peugeot, la marque française Peugeot, qui
qui est très implanté en Europe, ne devrait pas freiner ce mouvement. Alors on continue dans les transports avec le Eurotunnel qui voit le bout du tunnel. Oui, fini les ennuis. Hein. la petite blague, fini les ennuis après l'incendie en 2008 ou encore la crise. Eurotunnel est enfin rentable. Il a dégagé l'an dernier un résultat positif de 11 millions d'euros. Le remboursement de sa dette est en bonne voie et l'année 2012 s'annonce très bonne avec notamment les JO de Londres ou encore l'anniversaire de la reine Elisabeth II. Ce n'est pas le cas d'Areva, cette bonne santé, puisque Areva enregistre une perte historique. De 2,4 milliards d'euros l'année dernière. Alors en cause, notamment, c'est des pertes de valeur très importantes de sa branche minière, la catastrophe de Fukushima, ou encore les retards successifs du chantier de l'EPR en Finlande. C'est officiel, c'est un peu une conséquence directe. Le groupe nucléaire doit céder dans les prochains jours sa part dans le groupe minier Ramet au Fonds stratégique d'investissement. Alors on termine par Google. Google met en œuvre ces nouvelles règles de confidentialité. Oui, alors le géant de l'Internet pourra croiser les données des utilisateurs de ces différents services, d'où l'inquiétude des associations de protection de la vie privée. Les explications d'Otsufi. Vous avez une messagerie Gmail, vous regardez des vidéos sur YouTube, votre smartphone fonctionne sous Android. Sachez-le, depuis jeudi, les règles ont changé. Désormais, Google collecte et combine des données sur chaque utilisateur connecté via un compte à l'un des 70 services du groupe. Coordonnées de géolocalisation, agenda personnel ou encore historique des discussions en ligne, autant d'informations qui constitueront cette base de données. L'objectif est clair, mieux cerner chaque utilisateur et cibler les publicités à lui diffuser. Google se veut rassurant et assure que les informations personnelles collectées ne seront pas vendues à des tiers. Mais ces nouvelles règles inquiètent les associations de consommateurs et de protection de la vie privée. D'autant que Google est incontournable. L'entreprise occupe 80% du marché européen des moteurs de recherche, 30% du marché européen des smartphones et 40% du marché mondial de la vidéo en ligne. Ce que Google a fait, c'est de tromper la confiance des utilisateurs d'Internet. Auparavant, les termes du service étaient clairs pour les internautes. Si vous alliez sur Google Search, c'est que vous vouliez aller sur Google Search. Si vous alliez sur YouTube, vous alliez sur YouTube. Google a maintenant changé tout cela. Ils disent en gros, nous voulons savoir ce que vous faites avec tous nos services et les utiliser à des fins commerciales. En France, la Commission nationale informatique et liberté avait également demandé mardi à Google de reporter la mise en œuvre de ces nouvelles règles qui, selon elle, ne respectent pas la législation européenne. Sans succès, la firme a répondu avoir suffisamment informé ses 350 millions d'utilisateurs. La CNIL poursuit donc ses investigations. Merci Karina Chabour pour cette chronique éco. C'est la fin de cette tranche d'information. Dans quelques instants, vous retrouverez Pauline Paccard.